Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce panel 2024 à l'UQTR. Alors, je suis vraiment fier là, aujourd'hui d'être ici pour mettre de l'avant les personnes qui vivent avec des limitations au niveau de la communication ou de la surdité. Je trouvais ça important qu'on puisse tout le monde se réunir ensemble pour entendre les personnes qui vivent ces situations-là. Puis quoi de mieux que le département d'orthophonie? Je trouve que ça ne peut pas être plus symbolique pour le mois de la com de, de faire ça ici. Donc, bien sûr, je remercie, ben là, il y a Bernard qui est ici, là. Alors, je remercie le QTR d'avoir permis à ce qu'on puisse avoir un endroit puis d'accueillir hein, tout le monde. Je remercie aussi les panélistes parce que sans les panélistes, ça n'aurait pas été, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, on peut les remercier. Alors, pour ça, et donc, plus tard, et ça, et bien sûr, Alexandre. Parce que quand j'ai eu cette idée-là, je pense que plusieurs le savent, j'ai eu le TDL, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus? Même si ça fait plusieurs années que je dans ce trouble-là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire de plus pour parler du TDL? Là, en parlant avec du monde, en changeant, je me suis dit, ben, c'est le mois de la com, on pourrait réunir un peu tout le monde pour permettre de nous discuter. Puis c'est au fur et à mesure que ça, c'est ça qui a permis initialement. Alors, même si je suis l'instigateur de ça, mais si Alexandra n'avait pas embarqué les balanistes puis vous tous ici, ben, ça n'aurait pas lieu. Alors, c'est pour ça que je vous remercie d'être présent. Alors là, je laisse la parole à Alex. Oui, bon, ben, merci. Moi aussi, je remercie tout le monde d'être là. En fait, l'objectif d'aujourd'hui aussi, c'était juste de valoriser la diversité communicationnelle. L'objectif aussi, c'est juste d'entendre votre point de vue parce que des fois, comme orthophoniste, on vous voit un moment de votre vie, vous êtes des enfants, vous venez d'avoir un AVC. On ne voit pas le après, le qui vous êtes dans votre vie de tous les jours, comment vous vivez avec votre communication, comment ça impacte votre vie de tous les jours. Des fois, on est un peu loin. Oui, un peu moins vite. Oh, oui, okay. je suis assez, merci. Désolée. Ah, je suis une bonne orthophoniste, hein? Donc c'est ça. Donc, l'idée, vraiment, c'est d'avoir... allô, merci d'être là. C'est de vous entendre, en fait, puis qu'on voulait parler aussi aux futurs orthophonistes. Donc, merci aux étudiantes que vous avez sacrifié votre vendredi après-midi pour être ici. Puis vraiment avoir une vision à plus long terme de comment vous vivez, puis de rendre l'expérience humaine, parce que des fois qu'on en voit après, c'est comme si on détache des humains où on a l'impression de les mettre tous ensemble, puis on n'a pas la chance d'entendre parler pendant une heure de votre vie, en fait. Fait que l'objectif, c'était d'avoir cette opportunité-là. Alors, merci pour votre générosité. Puis, si vous avez des questions, on va y aller. Faites juste lever la main, c'est une discussion, fait qu'on va y aller vraiment informel. En ligne, je ne sais pas si je vais avoir les mains levées. Fait allumez votre caméra puis levez votre main pour de vrai, puis je vous donnerai la parole. Vous apparaissez comme quand votre caméra ouvre, là, fait qu'on essaiera. Puis sinon, ouvrez votre micro puis coupez. Là. On va s'essayer comme ça. On n'est pas trop nombreux. Fait que je pense que ça devrait être bon. Donc, On se lance? on va se lancer. Super. Alors, la façon que ça va fonctionner, c'est que chaque panéliste va répondre à une question qu'on va leur poser en alternance. Et c'est vrai. Puis, ils ont déjà eu des questions d'avance. Pas dans l'optique de dire que ça soit parfait parce qu'on a un trouble de communication, mais vraiment de cibler des éléments pour répondre exactement à la question, parce que des fois, ça peut arriver, on s'éparpille, puis c'est normal. Alors, ça les a, ça les a guidés par rapport à ça, puis moi-même, ça m'aide dans mes choses. Donc, c'est ça. Et si vous avez des questions, bien sûr, comme Alexandra pose, de lever la main pour ça. Et donc, c'est pas mal le tour. Donc, voudrais-tu, Jacques-Soleil, commencer? Oui, c'est bon. En fait, notre première question, c'était tout simplement, est-ce que vous pouvez vous présenter, votre nom, qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis je vais comme imposer le tour. Fait qu'on va commencer par Pénélope, puis on va y aller comme ça. Désolée, je casse la glace, j'aurais dû t'avertir. Donc, je m'appelle
Ça se passe. Je m'appelle Pénélope et je vis avec de l'aphasie, qui est un trouble de langage, depuis que j'ai 24 ou 26 ans. Je ne suis pas sûre à 100%. Ma mémoire n'est pas super bonne non plus. Alors, mais voilà. J'ai développé. As-tu développé? J'ai développé de l'aphasie suite à un accident vasculaire cérébral. Voilà. Et puis, je ne sais pas dire de plus. Comment tu occupes ton temps dans ta journée? Je fais beaucoup de théâtre. Donc, beaucoup de personnes qui est aphasique, qui a de la misère à parler, faire du théâtre, c'est quand même, ça va pas de soi. Mais oui, donc je fais du théâtre avec le théâtre aphasique et j'ai depuis peu rejoint une autre troupe de théâtre. Moi, j'habite à Montréal, donc mes activités sont pas mal basées à Montréal. Moi, c'est Mylène. J'ai 34 ans, j'ai un DDL, trouble développemental langage. Depuis la naissance, je sais depuis que j'ai l'âge de 3 ans à peu près. Le diagnostic a été quand même posé quand j'avais 6 ans. Quand j'étais au milieu de maternelle à peu près, début première année. Je viens de finir mon cégep, une technique en éducation spécialisée, depuis décembre 2023. 24, fin 2023. Puis en ce moment, je travaille dans une école comme éducatrice spécialisée depuis 2 mois, je pense. J'ai 3 enfants. 2 gars et filles, j'en ai un qui est TDA comme moi, puis 2 garçons qui ont un TDAH, puis un de mes garçons a un autre trouble qu'on ne connaît pas encore, il a des troubles de comportement. On a une hypothèse de TSA. Fait que je roule dans la difficulté de communication, autant mes enfants que moi. Fait que c'est le quotidien. Bonjour, je m'appelle Isabelle et, je suis baigne. Habituellement, B, 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 c'est vraiment super. Vous avez l'exemple parfait de c'est quoi être baigne. Donc, habituellement, il apparaît lorsque l'on est là, très très jeune, entre 2 ans, 5 ans. Moi, là, ça s'est passé lorsque j'avais 11 ans. Donc, j'avais comme une vie avant où je parlais, ça allait bien, puis après ça, pouf, ben, ça bloque, puis ça sort plus. Fait que j'ai dû consulter vers le 12 ans. Aujourd'hui, là, je suis avocate. Et c'est drôle à le dire, mais je me sens le mieux en salle de cours. Et je bégayais moins parce que je me sens à l'aise ici. J'étais jamais venue, jamais là, rencontrer les gens. Fait que là, je bégayais moins.
prendre le plus de place. Ce bruit aussi, c'est vraiment hot. Donc, bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 29 ans. Moi, je suis sourde profonde bilatérale depuis 1998. Ça fait 26 ans aujourd'hui même que je suis devenue sourde suite à une méningite bactérienne. J'ai fait un coup accidentel à la tête, je suis tombée dans le coma, puis la bactérie, là, elle a fait son petit chemin, elle a enlevé mon nez. Donc, 100% sourde, là, j'entends rien du tout. J'ai eu mon opération pour avoir un implant cochléaire 2 mois plus tard. Puis ensuite, 1 mois après, c'était la réadaptation qui commençait. J'ai été chanceuse parce que j'entendais avant, je parlais avant, donc ça m'a donné un bon coup de main pour suite au diagnostic de la surdité puis de mon implantation. Moi, j'ai 2 jeunes enfants. J'ai une petite fille de 2 ans et demi puis un petit garçon d'1 an. C'est rock'n'roll les nuits, je veux dire, parce que je me suis séparée, donc je me suis remontée toute seule avec les enfants, puis moi, je n'entends pas la nuit. Donc, c'est vraiment mon plus gros défi des derniers mois. Moi, je travaille à la KEPA, donc l'association qui les passe pour enfants avec problèmes d'audition depuis 2020. J'aime beaucoup ça, ça m'a beaucoup réconciliée là, avec, dans le monde de la société. Puis, j'ai été éducatrice à l'enfance longtemps aussi. C'est mon dada, ma petite enfance. Je suis très passionnée là-dedans. Puis là, j'ai presque terminé mon cours en éducation spécialisée. Je fais ma reconnaissance des acquis. Donc, j'ai touché à plusieurs enfants avec des besoins particuliers, plusieurs sphères là-dedans. C'est ça. Bon. Merci comme introduction pour vous avoir présenté. Et là, chers panélistes, je voudrais commencer avec une première question. La première question, c'est ça. C'est de savoir pour vous, là, comment, dans un premier temps, c'est de savoir c'est quoi l'impact que vous voyez au quotidien. Est-ce que vous nommez ça un handicap? Est-ce que c'est quoi les limites que ça vous amène dans votre vie à tous les jours pour ça? Donc, les impacts du quotidien et est-ce que vous considérez ça comme un handicap? Donc, qui veut commencer en première question? De mon côté, c'est certain que moi, j'ai grandi avec les entendants. Donc, on a les personnes sourdes-entendantes, puis on a les entendants. Moi, j'ai grandi vraiment plus avec les entendants. Donc, je ne me considérais pas nécessairement comme une entendante, mais j'avais pas d'exemple de surdité. Donc, pour moi, c'était vraiment comme une paire de lunettes. Mes parents ont vraiment fait ça comme une paire de lunettes. Donc, oui, c'est un handicap, mais j'ai toujours eu la force de caractère, c'est ma vie. J'ai la force de caractère de passer par-dessus ça, pas avoir mes limites. C'est certain qu'il y a des limites. Il y a des contraintes avec une surdité, peu importe c'est quoi le degré de la surdité. Les contraintes vont être plus ou moins sévères. Moi, par exemple, c'est sûr que comme là, si je me suis placée à gauche pour pouvoir entendre mes filles avec mon implant. Donc, je vais me situer un petit peu plus de ce côté-là. Il y a vraiment plein, je ne vais pas vraiment aller dans l'endroit bruyant, c'est plus difficile. Le soir, j'ai besoin d'enlever, de me mettre à off. Quand j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin d'avoir. Parce que c'est très énergivore d'entendre. C'est beaucoup de devinettes, parce qu'on est sur les lèvres, on n'entend pas tout à fait les mots, il faut essayer de deviner ce que la personne dit. Surtout pendant la pandémie, avec tout le monde avec les masques, ça a été absolument épouvantable. Les limites, je dirais que ça vient par phase. Puis oui, moi, je considère ça comme un handicap, mais ça peut être un handicap fonctionnel. C'est juste que le terme, c'est ça, c'est un handicap positif. Donc, oui, moi, je vis avec un handicap. C'est ça les questions, c'est limite. Puis, dans la vie de tous les jours aussi. Dans la vie de tous les Comment jours. ça m'impacte? Comme tu as lycée, moi, ça m'intéresse. La nuit avec tes enfants. Oui, pleurent. la nuit avec Comment les tu fais enfants. ça? En fait, c'est ça. Là, ça, C'est du crying out forcé ou tu as une autre technique? En fait, moi, c'est sûr qu'on a des aides techniques. C'est ce qu'on appelle, en fait, là, pour, à la maison. Donc, la nuit, avant d'avoir mes enfants, j'avais une petite pastille vibrante qu'on met en dessous du matelas.
Puis, pour le feu, quand il y a le feu, ça vibre. Pour me réveiller le matin, ça vibre. Mais quand mon enfant pleure, ça vibre. Il y a eu beaucoup d'ajustements à faire avec le centre intervalle, en fait. Donc, moi, je suis contactée pour dire, là, ça marche pas, là. Ça vibre tout le temps. Mon petit fait juste un petit hic, ça vibre. Mon chat miaule, ça vibre. Je pense qu'il vit même. Fait que là, on a fait des ajustements. Mon petit est grandi à travers ça aussi. Là, maintenant, sa bassinette est collée contre mon lit. Fait qu'il sait, quand il se réveille, il passe sa petite main dans les barreaux. Ça va devenir genre, ça reste un défi, mais tu sais, ma petite de 2 ans et demi, là, elle commence à comprendre vraiment que maman n'entend pas, qu'on fait ça de terre, qu'on fait des signes de terre, puis qu'on enlève la suce pour me parler, s'il vous plaît. Puis, c'est vraiment, c'est un gros défi, c'est beaucoup d'anxiété, de stress au début, mais moi, je suis partante, tu sais, on trouve des solutions, on va aller chercher le monde, pour me donner des solutions. Fait que oui, avec mes enfants, ça a été vraiment une grosse adaptation, mais eux aussi, grandissent à travers ça. C'est ce qui est fun, c'est vraiment un travail d'équipe, tout le monde ensemble. Quand mon petit pleure, ma petite, elle me dit, là, je suis en train de changer. Est-ce que tu es fière de ce Ben oui. sentiment-là qui continue? Oui. De avant, tu as un peu découragé, puis maintenant, Ah, c'est certain. Là, oui, c'est sûr que je pense à moi, dans sa vie. Au fait, je me dis, lâche pas cette famille, là. Bon, il y a des solutions, puis ils grandissent. Puis j'ai été très bien entourée avec les audiologistes d'intervalle. Ils ont vraiment été dévoués dans mon dossier, puis à trouver des solutions. Fait que, je me suis sentie à mon travail, mais avec la clinique consultante, ils sont très accommodants, c'est très bien. Puis, éducatrice en force, c'était un petit défi, c'est certain, surtout pendant la pandémie avec tout le monde avait des masques. Mais, bon, je fais des bouts de temps quand même. Le mieux possible. prochaine personne. Je peux. Avant, là, lorsque j'étais au primaire, je parlais beaucoup, les exposés oraux, Isabelle, c'est fini, ça allait super bien. Puis en secondaire, j'avais là 11 ans parce que ça a l'air que bon, je suis vite, donc j'ai là, sauté ma 5e année. Puis ensuite, là, j'ai fait les exposés oraux, puis ça bloquait. Il n'y avait plus rien qui sort. Les ados, ils se sont mis à le rire vraiment beaucoup. Et on s'entend que ça bloque plus. Ça m'aide vraiment. Puis, en secondaire 2, la prof m'a le dit, bon, stop là. Puis, on va faire l'oral ensemble. Puis c'est là que j'ai comme compris que ça ne marchait plus. Puis, j'ai fait là, l'orthophonie entre 12 ans et là, 15. Puis, ça me drôle à le dire parce que je ne suis pas très vieille, là, mais dans ce temps-là, on cherchait vraiment à enlever le gaiement. On cherchait à être là, fluide. Donc, matin, je me levais. Les exercices à faire, ben, c'était nommer ma chaise, mon feu, mon sac. Doucement, on réchauffe. Ensuite,
déj- déj- déjeuner, ben, c'était faire phrase courte. On bégait pas, doucement. Puis ensuite, ben, l'école, là, ben, c'était rendu trop gros. Fait que soit qu'on parle plus, je m'isole et je lis beaucoup. Fait que j'ai comme rendu la fille qu'on s'approche pas le trop à lit, puis elle est comme weird. Puis, bref, cégep, ben, ça s'est bien là, passé. Des ados rendus de jeunes, là, de jeunes là, adultes, ben, ça va mieux, c'est pas top encore. Puis, le bac, là, en droit, ben, j'ai dit, OK, mon droit, ben, ça le mène là, à tout. Puis, 90% des avocats plaident pas. Puis, disais, j'ai mis ensemble, recherche, tac, bingo, c'est réglé. Puis, à la faculté de le droit, j'avais pris le cours procès simulé. Je me suis dit que ça va être parfait. C'est vraiment la bonne place. Mais j'ai lié vraiment beaucoup. Puis, la prof, après, m'avait dit, ben, écoute, j'ai pris 0. Je disais, OK, mais tu sais, le message, elle était faire. Elle dit oui. Mais tu sais, on répète, on bloque. Je dis, ben oui, mais c'est parce que je suis comme belle, tu sais. Puis, c'est ça. Puis là, le fait là, de perdre les points parce que je suis belle, en droit, je suis comme fait, excusez-moi le terme, mais que se passe-t-il en français? Donc, j'ai dû plaider la charte à mes profs pour dire qu'on n'a pas le droit de faire de la discrimination fondée sur le handicap. Et ce fut vraiment la première chose que mon chien l'a eu, et c'était contre le doyen. Donc, là, il faut le se battre, puis oui, ben, je pense que c'en est le un. D'ailleurs, ben, j'ai pu avoir un milieu de 4 points, mais c'était plus symbolique. Oui, je vais en parler justement dans le cas avec François. Je trouve que c'est le TDL sur un handicap. On va se battre tous les jours, de enfants à adultes, même personnes âgées, pour avoir la routine, avoir, c'est pas juste le langage qui est affecté, c'est aussi l'organisation, c'est plus la sphère organisationnelle qui est affectée. Donc, avoir une routine, avoir même, excusez, relations stables, un emploi stable, c'est très difficile. Il faut apprendre tous les petits premiers moments, il faut les apprendre comme on les a pas acquis d'avance. Fait qu'il faut apprendre avec une personne ou essayer tout seul, mais tout seul, j'ai essayé souvent. J'ai pas tout le temps accepté mon handicap. Puis, ça marche pas du tout. Il faut qu'il y ait tout le temps un accompagnateur, autant mes parents que je cherche souvent quelqu'un d'autre qui pourrait m'accompagner pour que je me laisse un peu mes parents de côté. J'ai quand même 34 ans, 3 enfants, conjoints. Donc, je veux pas tout le temps être en arrière de mes parents. Donc, il faut tout le temps chercher du monde qui veut l'accompagner parce que
Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça comme mandat, accompagner les gens. C'est plus le rendre le plus autonome, puis après, ils partent. Mais nous, on a besoin de constant suivi pour les moins petites choses, surtout avec les enfants, de 0 à 4 ans. Après, il y a l'école, après, il y a les devoirs, acquis, la routine, tout ce qui est petite routine de changement, c'est tout à refaire à zéro. Fait qu'il faut être accompagné en tout temps. Puis, il ne faut pas être orgueilleux, ce que je suis en ce moment. J'adore orgueilleux. J'essaie tout le temps de faire mes choses tout seul, mais je fonce dans un mur à chaque fois, puis je me rends compte que je vais avoir besoin d'aide toute ma vie, d'accompagnement toute ma vie. Fait que je trouve que c'est vraiment un handicap. C'est pas parce qu'il est invisible que c'est pas un handicap. C'est quand même un morceau qui est enlevé de mon cerveau, qui est mort, je sais pas trop c'est quoi. C'est comme si j'aurais pas de genre, mais c'est invisible. C'est ça que je trouve plate. Vu que c'est invisible, ça ne doit pas, on oublie vite. Mais c'est en constant, c'est pas juste à l'école ou juste comme enfant, travailler fort, c'est toute la vie jusqu'à t'apprends plus rien, jusqu'à quand tu veux. Ça devrait être pas trop pire, là. Mais c'est toutes les petites choses qu'il faut acquérir peu à peu avec un support et un accompagnement. Fait que je trouve que ça a un grand impact sur ma vie au quotidien. Maman s'est dit, oh, ça va être correct adulte, elle n'a plus besoin d'aide, ça va aller, c'est le langage, après quand le langage va être acquis, ça va être facile. Mais non, on s'est rendu compte que c'est pas juste le langage, c'est tout le côté organisationnel, puis qui est à acquérir. Donc, c'est un défi chaque jour, tout chaque petit premier moment pour nous, les TDL. Est-ce que je peux te demander une question de précision? Dans le fond, je me demandais quand tu parles d'accompagnement, est-ce que tu parles d'être accompagné par des professionnels ou d'avoir, mettons, ton conjoint peut venir avec toi? Quel genre Accompagnement pour créer des routines. Comme on m'a beaucoup aidé en donnant des routines, des feuilles, en me faisant des routines, mais personne ne m'accompagnait, le faisait avec moi. C'est ça qui est plus difficile à avoir. C'est l'accompagnement physique. Le faire avec, c'est le mode bien qu'on appelle. Ça, même si on fait ça aux jeunes, mais même adultes, on devrait être capable d'avoir du modeling aussi pour la vie en général, les routines du bain des enfants, la routine du ménage, la routine toutes les petites routines à acquérir. Il faudrait avoir du modeling. C'est ça, puis c'est dur à avoir, je cherche beaucoup. J'ai eu beaucoup d'aide CLSC, beaucoup d'aide d'organismes, associations, tout. Puis il n'y a jamais ce que réellement on a besoin. Fait que je trouve que l'accompagnement fait que l'handicap, c'est un handicap. Parce que si on n'aurait pas besoin d'accompagnement tant que ça enlèverait le fait que c'est un handicap, mais on a besoin d'énormément d'accompagnement tout le long de notre vie. Donc, c'est comme la béquille, c'est comme la jambe en plastique, c'est comme. Je me dis que ça devrait être un handicap. Comme être dit handicap, qui n'est pas vraiment dit en ce moment. Puis, Mylène, est-ce que tu as nommé un élément qui est intéressant? Est-ce que tu considères que là, on met l'emphase sur le langage, mais tu dis il y a d'autres éléments qu'on devrait aussi travailler dans Oui, totalement. Quand on est jeune, on met justement, mes parents ont mis énormément d'emphase sur le langage, parler bien, jouer avec des doubles sens pour qu'ils puissent les comprendre, les blaguer beaucoup. Mais ils ont mis des choses de côté, la politesse, ils ont mis de côté. Ils disaient, il faut qu'elle parle bien, c'est correct.
le social, de sociabilité. On est OK à parler, c'est pas la communication saine, positive. Ça, oui, ils l'ont mis, mais c'est sûr que dès que je parlais, c'était accentué, c'était beau. Mais c'est la manière de parler, la manière d'interagir avec une personne n'a pas été mis en valeur. Fait que le fait en ce moment avec pas ma famille, avec mon amoureux, avec les amis et tout, c'est plus difficile. J'ai des aspects que je peux avoir l'air impoli parce que j'ai pas appris, j'ai appris la politesse, mais ça n'a pas été un gros emphase. Comme la routine, peu à peu, faite, si je l'aurais faite un petit peu par petit peu sans que travailler mon langage, peut-être ça aurait été moins pire côté adulte. Il faut travailler, c'est pas juste le langage qu'il faut travailler, c'est toutes les petites choses à organiser. Fait que oui, le langage, mettre l'emphase sur le langage, c'est pas juste ça qu'il faut travailler en tant que personne idéale. Oui, c'est un cours de développement mental du langage, mais ça fait partie aussi de l'organisation. Oui, moi, maintenant. Moi, je suis très choyée parce que je ne considère pas que mon aphasie est un handicap. Et comme j'ai besoin d'une canne pour me déplacer, j'ai déjà un handicap, je vais rajouter un autre. Donc, j'ai comme un. Donc, oui, l'aphasie est un handicap, mais c'est pas je blâme tout le temps autre chose, d'autres handicaps plus que l'aphasie. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut. Pour moi, c'est très clair, mais bon. Puis dans la vie de tous les jours, c'est comme ça fait comme une extrême gêne. Fait que pour moi, rentrer en communication avec des personnes que je connais pas, c'est un peu difficile quand même. Puis l'humour aide beaucoup. Je fais beaucoup de jokes. Je pourrais. Puis je comprends pas tout le temps les chiffres. Donc, tu sais, comme aller à l'épicerie, mettons, des trucs comme ça. Je ne vais pas nécessairement comprendre ce que la personne a dit. Fait que je vais comme donner ma carte de crédit puis s'organiseront avec ça. Ce qui n'est pas la même chose. Mais ouais, fait que c'est ça. Il y a des petits défis, mais je dirais qu'avec les années, je suis quand même bonne pour pallier à ces défis-là et trouver des solutions. Non, mais on fait de la consultation. Ouais, c'est ça. Mais moi, je la poserais quand même. Isabelle, tu es quand même rentrée là-dedans, mais savoir comment ça s'est passé à différents moments de la vie. Toi aussi, Lisa, t'en as parlé un peu, mais Lisa, comment ça. T'es devenue sourde, c'est quoi à quel âge? À 3 ans et demi que je suis devenue sourde. C'était comment tu as vécu, mettons, à l'école, on était secondaire, on a commencé à l'aborder, mais on n'a pas entendu tout le monde. OK. Donc, je vais. Oui, moi, je suis devenue sourde à 3 ans et demi. J'ai eu mon école capillaire à 4 ans. Puis, cette année-là, j'ai eu mon école capillaire en juillet. En septembre, je commençais à faire ma capillaire. Parce que je n'ai pas fait ma réadaptation complète, étant donné que j'ai repris mon langage que j'avais perdu, étant donné que ça faisait 3 mois que j'étais complètement sourde. J'ai repris mon langage très, très rapidement. Mon cerveau, je pense qu'il faut se souvenir, mais mon cerveau a probablement fait des liens, tu sais, avec ce morosité, de qu'est-ce qu'il entendait avant, de ce qu'il entendait maintenant avec ce qu'on n'est pas coquette. Mon école. Puis, j'ai commencé dans le processus de la primaire, que j'ai réussi, ça très bien aidé. Ensuite, la maternelle régulière, évidemment, ça m'a bien aidé. J'avais un système FM. Donc, tout le primaire, ça c'était très bien. J'étais très bonne à l'école, j'avais vraiment pas de problème. Si je me suis fait écœurer, je n'ai pas entendu.
Même chose au secondaire, j'avais mes amis, puis j'avais d'autres facettes de ma personnalité qui sortaient peut-être plus que mon mission. Au cégep, j'ai été chercher un peu plus le service, c'est quoi donc, ça s'appelle le service D'aide aux étudiants. d'aide aux étudiants. En tout cas, tu sais, pendant de notes, ces choses-là, j'ai été chercher un peu, mais je me suis rendu compte que j'en avais pas vraiment besoin. J'avais laissé mon système interne depuis longtemps. Même au secondaire, j'avais un appareil un peu comme ça, qui sauvait ma ceinture. Puis c'était les MP3 dans le temps, puis je branchais mon MP3 dans mon appareil. En dessous, dans mon bureau, les profs ne savaient pas. J'ai été chercher le plus positif, c'est le meilleur pour les blancs, OK? Quand on se chicanait avec ma mère, je ferme mes yeux, je t'entends pas, je te vois pas. Ça, je la penche. Je fais ça. Je pourrais tuer. Mais non, c'est ça. Fait que primaire, ça vient des secondaires, ça vient des. J'ai quand même, moi aussi, choisi. Je suis dans mon handicap, dans le sens où j'ai pas eu énormément de besoin d'aide. Quand j'avais besoin d'aide, je l'ai appelé. Donc, ça s'est déroulé sans enfant. J'allais voir mon audiologiste à chaque année. Je me suis opérée pour un deuxième implant à gauche, en 2013. Mais ça faisait 16 ans que mon anticyte n'avait pas fonctionné. Donc, le résultat avait été bon. Je fais beaucoup d'infections. Donc, je suis cessée de le pas regarder ça, mais c'est la vérité, c'est ça. Puis, donc, je vais à ce moment-là un audiologiste orthophonique aussi. Je fais une autre adaptation. Ce qui a été difficile, c'est que j'ai mon implant à droite très, très performant. Donc, il est vraiment très performant. Puis, celui à gauche, il n'était pas du tout. Donc, je me ramassais vraiment handicapée pour ouvrir. Avec l'implant de gauche, je le porte seul, mais je ne comprenais rien de ce qu'on disait. Ça a été très, très difficile. La différence entre les deux, je n'ai pas été capable d'emmener ça, pour que ça soit légal. J'ai les laissés, je porte maintenant seulement le pas. Donc, ça a été un gros mot au niveau de mon mission. Est-ce que je peux? Lorsqu'ils ont mis le droit, ils n'ont pas mis le gauche en même temps. Et pourquoi? En fait, en 1998, le gouvernement opérait seulement une autre. Moi, j'étais dans les premières à avoir un électronicien. C'est encore un peu des détails. Il acceptait seulement de couvrir une seule oreille. Maintenant, c'est les deux oreilles. Automatiquement, je pense que oui, c'est les deux oreilles. Puis, quand c'est en 2010, à peu près, qu'ils ont décidé d'opérer les deux oreilles, ils m'ont envoyé une demande. Est-ce que tu veux avoir ton deuxième implant? Là, je dis oui. Mais c'est vrai, c'est partie de mon chemin. Puis, maintenant, je suis à d'en parler, mais ça a été difficile avant. Je me sens très mal, mais je suis pas prête à penser. Mais Pénélope, toi, est-ce qu'il y a une différence entre juste après tes AVC? Mettons ton deuxième AVC il y a 10 ans, puis maintenant, comment tu vis? Oui, il y a une différence de langage. Je suis plus verbale qu'au début. Donc, mais, ouais. Sur comment tu le vis, mettons, au quotidien, est-ce que tu sens que ça a changé par rapport à juste après? Ou... Oui, mais c'est ça, comme, ouais, j'ai fait mon deuxième AVC il y a comme 10 heures environ. Fait que je me suis remis du choc initial. Mais ça a pris un petit moment. Fait que c'est peut-être pour ça. Comme j'ai pas vécu avec l'aphasie tout au long de ma vie, ben, tu sais, comme, là, c'était vraiment, tu sais, ça arrivait, puis avec que je comprenais, tu sais, j'avais jamais entendu ce mot-là. Aphasie, je savais pas c'était quoi. Fait que j'ai dû apprendre à connaître ça, puis à vivre avec ça, mais c'est ça, comme, il y a beaucoup d'affaires que j'ai dû apprendre à vivre avec rapidement,
Puis comme c'est arrivé tout d'un coup, fait que j'avais comme pas le choix, fait que je me suis comme habituée à tout. Puis on dirait que vu qu'il y avait tellement d'affaires, ben comme tout était pas chacun comme était pas vraiment important, c'est le tout qui est important. Fait que j'ai jamais, tu sais, moi, j'accorde pas tant d'importance à l'aphasie, mais comme à tout. C'est quand je regarde que je me dis, ah oui, tu sais, il y a plein de problèmes de langage qui sont à cause de l'aphasie, mais aussi à cause de l'AVC. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que tu pourrais dire que tu n'as pas vraiment vécu comme un deuil parce que tu avais déjà vécu des expériences passées ou comment tu vois un peu cet aspect-là parce que comme comparer l'AVC plus l'aphasie, donc est-ce qu'il y a comme eu un deuil à un moment donné ou c'est juste que c'est comme un par-dessus l'autre, tu te dis c'est comme ça, je sais pas, c'est un avis. Ouais, c'est un peu comme ça. J'ai jamais. Ouais, je pense que j'ai pas eu un deuil à faire de parler comme avant, tu sais. Je sais pas. Je suis une personne assez positive là, dans la vie, fait que, tu sais, ouais, comme ça pourrait être triste, mais c'est comme moi, je veux pas que ça devienne triste. Fait que je pense à plusieurs trucs que, tu sais, d'autres personnes pourraient comme plus de temps. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Fait que puis je dis pas qu'il y a une meilleure façon, mais je dis pas que j'ai la solution à tous les problèmes, là, loin de là. Mais, ouais, fait que, Est-ce que le public, vous avez des questions avant qu'on poursuive la suite des questions à nos panélistes, là? Avez-vous comme des choses par rapport à ce qu'ils disent, tout ça? Les étudiants, là, à l'arrière. Ah, bon, c'est pas lui, là. Ça va être votre clientèle, là. Alors, ça serait quoi, des interrogations en tant qu'étudiant ou étudiante? Moi, il me semble que dans ma pratique, ou si je pense à telle chose, ce serait quoi? Ben, mettons, c'est sûr, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, on a tellement de choses à voir en tellement peu de temps en orthophonie dans la formation. Puis là, je me rends compte qu'il y a tellement de choses qu'on ne verra pas ou je me demande même s'il existe des services pour ça. Puis, mettons, moi, je viens d'une région, vraiment, je viens d'Abitibi. Puis chaque chose que vous dites, en vrai, je me dis, est-ce qu'il y a ça en Abitibi? Est-ce qu'il y a tout ça de disponible pour les gens? Est-ce que c'est possible? Mais il y a une chose en particulier que je me demande, c'est s'il y avait une chose que par magie, vous pourriez dire ça, il n'y a plus personne qui fait ça. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens ne fassent pas en regard de vous ou quelque chose comme ça? Puis de répondre à une autre question, ça serait quoi la chose que vous voudriez là, que là, à partir d'aujourd'hui, le 17 mai, ça serait quoi la chose que vous voudriez? Ben, moi, là, ça serait finir mes phrases. Les gens se trompent à 90%. Là, faut que je commence une phrase qui allait bien. moi, je pense que je vais préciser ta question, mais je voudrais que tout le monde se promène avec une canne. Tout le monde. Je suis allée sur un bateau de croisière. J'ai fait une croisière pour la première fois de ma vie il y a quelques semaines. Puis le bateau, il bouge tout le long. Fait que tout le monde a des problèmes d'équilibre tout le temps. Il y a une journée, j'ai passé la journée, pas de calme. Tout le monde est comme moi. Je peux Donc, te mettre dans ta peau de toi par rapport à cette réalité-là que tu vis. Ouais. OK, intéressant. Donc,
Moi, on dirait qu'il n'y a rien qui me vient. Tu sais, on dirait qu'il n'y a rien qui me vient, mais mettons qu'on parlerait à mon autre amie qui a une sous-idée, elle, je suis sûre qu'elle avait une liste. Mais c'est très militante. Mais moi, je suis plus. Non, on dirait qu'il n'y a rien qui me vient. Parce que, tu sais, peu importe comment que je vais être, et si par rapport à ma société, par rapport à autre chose, il va y avoir des préjugés. Fait que déjà, c'est important. Tu peux pas vraiment enlever les préjugés, il va en avoir sur un point là-dessus, il va en avoir sur l'autre. Bon. Mais j'aime bien l'idée de mettre, se mettre dans la peau de l'autre. Tu sais, moi, j'ai pas connu les personnes sourdes jusqu'à tout récemment. Donc là, je suis un peu plus dans le monde de la société, un peu plus dans le monde de la malentendance. Puis c'est très, très intéressant de se retrouver en position où, comme je disais, mon implant est assez performant, versus d'autres personnes qui ont des problèmes de société qui sont peut-être plus prononcés, et de se retrouver dans l'autre bord, tu sais, là, c'est moi qui vais faire attention quand je parle. C'est moi, ça va vraiment donner un autre point de vue, une autre perspective, tu sais, j'ai adoré ça. Fait que c'est un peu dans la même idée de se mettre à la place de l'autre. Mais sinon, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Ouais. J'ai une pensée, bien expliquée. Ça serait de ne pas oublier le handicap. Parce que moi, c'est invisible. Je parle très bien. J'ai bien appris à parler. Peut-être que je me suis fait trop bien, je n'ai pas d'handicap, mais j'en ai une. Puis même ma famille a tendance à m'oublier encore après 34 ans que j'ai un handicap. Il faut qu'ils se remettent tout le temps en question. « Ah, c'est vrai, elle a la difficulté. » Fait pas pour prendre, pas prendre pour acquis que c'est invisible, ça va se passer. Ça ne se passera jamais. Ça s'améliorera. Ben oui, ça va s'améliorer, mais il faut tout le temps avoir un petit accompagnement pour pousser. Mais quand l'acquis est acquis, quand la compétence est acquise, c'est acquis. On ne reviendra jamais en arrière, c'est tout le temps l'avoir acquis. Mais il faut le faire, ce petit chemin-là. Puis on dirait que tout le monde oublie. Après l'adolescence, quand on est adulte, on nous laisse pour nous autres mêmes, puis OK, sois un adulte, puis t'es capable. Mais non, je suis pas capable, il faut que j'aille en cours du sport, du soutien, de l'accompagnement. Puis il ne faut pas oublier même les employés, les employeurs. Oui, je leur expliquais, je leur disais quand j'avais ma postulation, tout, je leur expliquais, là, j'ai des difficultés, ça va prendre plus de temps. Mais même à ça, ils oubliaient. Ils disaient, je parle trop bien, j'effectue mes affaires quand même pas trop. Puis c'est sûr que c'est long, puis je suis quand même perfectionniste comme personne. Fait que c'est sûr que, en plus, en étant perfectionniste, c'est plus lent. Mais ils finissaient par oublier, puis là, ils prenaient pour acquis que j'étais comme une personne normale. Je n'aime pas ça dire ça, mais une personne qui a rien. Donc, ils finissaient par me renvoyer. Je n'ai jamais eu vraiment d'emploi stable en cause de ça. Et ils finissaient par oublier. Puis là, vu que c'est invisible, je ne peux pas vraiment me battre pour le handicap. Contre ça. Oui, Super. Alors, le temps passe extrêmement vite. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. Ça, c'est enrichissant. Et moi, j'aimerais savoir, comme on est dans le département d'orthophonie, c'est surtout des orthophonistes et des odontologistes qui vont, en espérant aussi que d'autres professionnels là, qui écoutent ce panel, ça serait quelle chose que vous avez appréciée du professionnel et la chose que vous avez appréciée le moins, que ce soit en orthophonie, parce que là, il y a des étudiants en orthophonie. Et ça serait quoi une chose positive? Vous avez dit ça là, puis une chose positive et l'autre chose négative, ou que vous avez moins apprécié, que ce soit dernièrement ou dans le passé. Ça peut être plus qu'un. Oui, ça peut être plus qu'un. Mais moi, je vais commencer par dire que j'ai pas vu une orthophoniste si souvent et si longtemps à cause de mon AVC.
j'ai été en institut de réadaptation et j'ai vu pendant la phase début de la réadaptation une orthophoniste, mais j'en avais jamais vu avant. Puis après, j'en ai jamais vu d'autres. Fait que moi, ce que j'avais apprécié de ma forte expérience en orthophonie, c'est que les gens, sont les stagiaires, elles parlaient des stagiaires pendant que j'étais ils se mettaient à mon niveau, puis les exercices étaient comme ciblés sur mes goûts et mes intérêts. Fait que, Prenez ça en note, les filles. Puis ceux qui vont entendre un jour, prenez ça en note. Super, merci, Vanessa. J'ai pas vu énormément d'orthophonistes, c'est plus audiologiste. Ce que j'ai aimé le plus de mon audiologiste et mon orthophoniste, oui, aussi mon orthophoniste. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que quand je venais accompagner la personne, l'audiologiste, l'orthophoniste, prenait le temps d'expliquer c'était quoi qui se passait. C'est à la personne qui m'accompagne. C'était quoi? Qu'est-ce que tu suis en train de faire? Qu'est-ce que ça va aider pour la personne pour moi qui m'entend? Et ça a été apprécié par moi et par les personnes qui m'accompagnaient aussi parce que c'était très enrichissant ça aussi pour ces personnes-là. Puis ça les permettait de mieux me comprendre, de mieux me supporter. Puis ça c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Quelque chose que j'avais moins apprécié, à un moment donné, j'avais eu une naturalité de remplacement. C'était juste que c'était très froid. Très froid, très on regarde dans les yeux, on fait qu'est-ce qu'on a fait peut-il. C'était pas, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de lien. Je sais qu'on voyait juste quoi, mais tu sais, je m'étais sentie comme un numéro là, dans sa journée. C'est pas grave, tu sais, j'ai pas fait un traumatisme à cause de ça, mais c'était quelque chose que j'avais moins apprécié. J'avais pas, mettons, j'avais pas voulu extensionner, c'est pas voulu. Tu n'avais pas l'impression, elle te l'a pas dit directement, mais tu as ressenti Oui, vraiment. Mais je pense que c'était son tempérament en tant que audiologiste. Donc, ben, chacun a une personnalité. Mais voilà, moi, j'avais pas aimé ça. Moi, j'en ai eu d'orthophonie, plus quand j'étais jeune, de 0 à 10 ans, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, excusez. J'ai un petit de là. Je suis née dans le Nouveau-Brunswick. C'est ça mon petit accent. Je ne suis pas en arrière, je parle aucunement anglais. Puis j'ai eu beaucoup de services. Ils venaient à la maison pour me donner du service d'orthophonie. Je me rappelle plus bien, ça fait quand même 3-4 ans. Mais je trouve ça bien, que ma mère me dise qu'il venait à la maison au lieu que ce soit nous qui se déplacent. Je trouvais ça bien. Puis, il y a une fois qu'il venait à la maison, une fois qu'il allait à l'hôpital. C'est l'hôpital qui nous donnait des services. Puis quand je suis arrivée à Montréal, à l'Université, 5e année, j'ai plus eu de service. Ça, c'est très désagréable. C'est pas désagréable. C'est le point négatif de l'orthophonie où que j'avais pas ma fameuse cerveau comme ça en ce moment, mais j'avais pas ma fameuse code 34 qui a été supprimée, je sais pas où, mais dans mon dossier, ça a été supprimé. Puis, je pouvais plus avoir d'aide d'orthophonie de 5e année quand j'ai lâché l'école parce que j'ai pas pu continuer jusqu'au secondaire 5. J'étais rendue trop vieille. En secondaire 4, j'étais rendue trop vieille pour continuer à régulier. C'était soit je faisais un DEP ou soit que j'allais finir aux adultes. Je ne croyais pas finir aux adultes. J'ai été faire un DEP. Mais je me dis que peut-être si j'aurais eu l'aide d'orthophoniste, toute mon adolescence, tout le temps que j'étais à Montréal, peut-être j'aurais pu finir mon secondaire 5. Je voulais jamais l'école, je voulais jamais apprendre. J'aurais voulu finir mon secondaire 5. Puis en développement d'aide, ça fait que je n'ai pas pu, mais au moins j'ai fini j'ai quand même pu aller au cégep.
J'ai eu une exception, mais vu que c'est le AEC, donc l'attestation, c'est moins étudiant. Si j'aurais été collégiale également, là, un DEC, j'aurais pas pu, vu que j'ai pas de mon secondaire 5. Fait que j'ai eu de la chance là-dessus. Mais c'est ça, la disponibilité d'orthophonie, après un certain temps, je trouve, puis la fameuse code 34, que c'est pas parce que tu l'as pas que t'as pas besoin d'aide. Donc, ça, j'ai trouvé ça plate. Ils définissent la légèreté d'un handicap comme pour savoir si t'as un œil ou pas. Moi, j'ai fait l'ortho fourni entre 12 ans et là, 15 ans. Puis, j'avais fait aussi les camps d'été avec l'AJ et BQ. Puis, lorsque bon, j'étais au camp, les orthos phonistes, pour le mois, c'était des là, héros qui vont comme m'apprendre à ne plus être belle. Fait que je travaille fort, concentrée, tout ça. Puis, 20 ans après, donc l'année là, passée, j'ai là, repris l'ortho phonie, entre autres l'approche trêve et le lacte. Je ne peux pas tout dire encore, mais c'était vraiment fun. Puis, l'ortho l'orthophoniste, je l'avais eu lorsque j'étais au LEC. Elle m'a dit, je m'excuse, mais l'approche n'était vraiment pas la bonne, on s'excuse. Puis là, j'étais comme, mais je veux dire, penser là, bien faire. Puis c'était cool, le fait. Puis, aujourd'hui, ben, c'est plus là, axé sur là, apprendre à vivre là, avec et se sentir bien. Puis, les exercices aussi, ils sont vraiment différents. J'apprécie beaucoup apprendre à me recentrer. Quelles sont les là, pensées que j'ai et qui font que bon, le cœur, le bas, la gorge coince, respiration bloque, tout ça. Fait que c'est ça. N'hésitez pas à voir avec là, clients qui est le où là, eu besoin, puis demander aussi comment là, on se sent de vivre ainsi. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les futurs orthophonistes ou les orthophonistes retiennent comme, ça se ressemble comme question, mais comme message que vous, comme personne qui a reçu l'orthophonie, vous dites, OK, ça, là, mettez ça dans votre petite boîte à outils, puis on part avec ça, puis ça résonne. C'est ça qui reste en. C'est oublier que tu sois projeté dans le futur. Déjà, là, j'ai vécu ça, mais dans l'avenir, j'aimerais ça que les autres personnes vivent
ma situation puisse, les choses soient faites autrement. Question, Je peux pas changer ce que le gouvernement pense, puis ce que le gouvernement peut faire. Mais ça serait fun de continuer l'orthophonie après l'école. Puis, peut-être pas pour le langage, le parler, mais trouver une manière, je sais que l'orthophonie, c'est plus parler. Puis, bon. Moi, je devais. Ah, mais exprime ton souhait, je pense que c'est ça qu'on veut entendre. Mais plus après, comment interagir socialement, interagir en couple, l'interaction en général. Ça serait bon parce que oui, on mise beaucoup l'enfance, l'adolescence, on le laisse un peu de côté. Apprendre à socialiser en tant qu'adulte, c'est pas acquis. On dirait que je parle encore, là, je suis plus professionnelle, mais on dirait que il n'y a pas longtemps, je parlais encore comme une ado. Je réfléchissais comme un ado. J'ai quand même 34 ans, là, ça fait longtemps, là, je suis pas un ado. On dirait que ma manière de penser a encore resté un ado. Parce que on dirait peut-être que même mon langage n'est pas développé comme un adulte. Peut-être continuer, pousser l'adolescence, puis continuer un peu adulte en tant qu'adulte. Jeune adulte, peut-être, moi je suis à 40-50 ans, mais jeune adulte, une vingtaine d'années, ça serait bon. Mais je sais que le gouvernement, ils ont beaucoup de difficultés avec l'argent à bien mettre l'argent dans une place. Puis c'est sûr que ça peut être coûteux dans le privé. Si je serais capable de payer pour un orthophoniste, je le ferais en ce moment. Même en tant qu'adulte de 34 ans, peut-être ça m'aiderait avec mes relations et en tant qu'adulte, avec un conjoint, avec une famille, comment parler à mes enfants. C'est pas la même chose quand tu parles à un enfant que quand tu parles à un adulte. Ça serait bien avoir plus de soutien en tant qu'ado adulte. Parce que moi, ça a été beaucoup enfant, mais j'ai été délaissée adulte, ado. Ouais, par 12 ans, j'ai été délaissée. Et je trouve que peut-être si j'aurais eu plus un coup de pouce plus vieux, ça m'aurait aidé à avoir plus de relations stables, non toxiques. Ça vient un peu avec la. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, même moi, c'est la même chose. En fait, je pense que ce qui est plus important, c'est vraiment de prendre la personne dans sa globalité. Je sais avec son trouble de communication, son trouble d'audition, et pour ma part, ça fait partie de nous, puis ça fait partie de nous dans chacune des situations qu'on vit. Fait que c'est vraiment, c'est ça qu'il faut voir. Il faut vraiment voir dans toutes les sphères de la vie, puis nos besoins, ils peuvent se ressembler au niveau du langage, au niveau de l'audition, mais on n'a pas toute la même vie, donc nos besoins, ils sont différents aussi. Je reviendrai dans ce sens. J'ajouterais aussi ne pas mettre l'étiquette, elle est belle ou autre. On est bien le plus que ça. Et souvent, on se le dit entre moi. Je me dis, je suis belle, c'est poche, c'est bon, c'est bon. Puis là, je suis comme, non, il n'y a pas juste ça. Puis c'est vraiment avocate. Aujourd'hui, je représente les enfants qui sont là, à la vie en profession de la jeunesse. Et ils me voient, bon, l'avocat. En plus, c'est dingue, c'est pas ça. C'est que j'ai vécu plein de choses tough. Fait que là, je crée le lien.
Et ça veut bien qu'il faut voir aussi les forces que ça peut apporter. Donc, des questions publiques, petit public, là, mais. Et j'ai envie de faire du pouce là-dessus. Je pense que vous l'avez dit un peu, mais voulez-vous nous les partager selon vous, votre plus grande force à chacune, justement? Ouais, plus grande force. Ben, moi, je pense vraiment que c'est mon humour, là. Ouais, je pense que je suis bonne pour. Ben, pas tout le temps. En général, je suis bonne pour dédramatiser, pas tout le temps, des fois des petites périodes, mais ça dure jamais plus que 24 heures. Fait que, je pense que ouais, je suis assez optimiste. Ça peut énerver les gens, là. Je confirme de ça, oui. Correct, je vais avec. C'est là de ton intérêt pour le théâtre aphasie, là, que Oui, ben, ça t'a amené un peu. si j'avais pas un fond de bœuf, une tête de cochon, mais de l'optimisme vécu en bloc, je serais pas, c'est ça, j'aurais jamais commencé à faire du théâtre avec des personnes aphasiques. Puis il y a 1 an et demi, j'ai rejoint une autre troupe de théâtre et j'ai signé mon premier contrat idéal, donc je suis officiellement, excusez, c'est pas une comédienne. Ouais, je pense que ça serait jamais arrivé si j'étais pas qui je suis. Moi, je dirais que c'est ma résilience. Vraiment, je pense qu'on est tous. Mais la résilience, il n'y a rien qui va me mettre à terre. Je vais toujours trouver des solutions. Puis, ça va venir un peu avec l'optimisme. Ouais, ça, je pense que c'est ma plus grande force. La plus pour Moi, c'est la persévérance. J'ai tout le temps persévéré. De mon enfance en ce moment, j'ai jamais lâché. Mes parents lâchaient avant que je lâche. Mes parents pensaient qu'ils n'avaient pas compris. Mais non, j'ai persévéré, puis je leur ai montré que je comprenais en fait compte. Ma persévérance est très une grosse force en ce moment. C'est pas pour rien que j'ai fini mon cégep. J'ai foncé, tête baissée, mais je vais remonter assez vite. Parce que j'ai quand même eu des belles notes, réussi avec grand succès. Puis c'est ma persévérance qui a fait ça. J'ai foncé, je fonçais. Au lieu de me décourager, tous les jobs que j'ai perdus, je me suis relevée. Non, OK, on recommence, on retrouve un autre job, un emploi, désolé. Un autre emploi, on recommence, puis j'ai jamais abandonné. La persévérance est une grande force pour moi. Je reprendrai pas tout ça. Deux choses, je dirais, l'empathie de se mettre à la place des autres qui n'ont pas nécessairement le même problème que le moi, parce que sinon, vous le seriez tous belles, ça serait super. Mais bon, non. Courage aussi, de foncer. On dit quoi, plafond de verre, là? On n'en veut plus. On se noie et on vient. Cette vie et même plus là. On en mange de genre foncer, puis c'est la gueule. Il faut le faire. Merci. Les filles, je veux juste dire que les filles, je suis pas vraiment inspirante, je suis vraiment chalante. Qu'est-ce que vous dites? Les filles, c'est super.
C'est aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute manière, ouais, vas-y. C'est pas réellement une question, mais juste en tant qu'étudiant en orthophonie, c'est vraiment inspirant de voir le après les services à cause qu'il y en a certaines que je pense que l'école a recommencé un petit peu récemment les services, mais pour la plupart, après un certain moment, l'accès est coupé, mais vous existez toujours. Et on n'a pas toujours accès à à une fenêtre sur c'est quoi le après l'orthophonie, puis c'est quoi les côtés négatifs qui se passent quand des fois, en tant que professionnel, on oublie des aspects, on néglige certains aspects ou qu'on a juste des limites. Mais aussi les aspects positifs que vos forces personnelles, vous êtes capable de les mettre en action et de vraiment faire des beaux accomplissements, en fait, en vie. Merci beaucoup. Merci. Merci, là, je peux. Merci. Moi, là, j'ai là, repris parce que j'ai là, découvert l'association bégaiement comme communication. Puis, ils avaient offert un nouveau programme subventionné aussi en le groupe par le Zoom. C'est comme, wow, je ne peux pas dire non. mais sinon, j'habite au Saguenay, Lac Saint-Jean, puis il n'y en a pas des orthophonistes spécialisés dans le monde trouble. Fait que de voyager, je sais pas, puis Zoom, c'est quand même bien, c'est pas top. Mais là, en gros, puis il y a tout ça, ça me très bien. Puis il y avait là aussi une travailleuse sociale pour que l'on puisse travailler l'acceptation. Et dire que j'accepte ça. Je m'ai fait le groupe, ça va mieux. Mais là, que je ne pas encore. Parfait. Donc, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose d'autre comme une autre conclusion ou est-ce qu'il y a quelque chose, vous dites ça, là, j'aimerais que pour finir, genre de manière positive, si possible. On est capable. On est capable. C'est unanime. En soi, oui. Ouais. Non, Rien de si bon. Ouais, c'est bon. Puis d'autant plus que ça demande un courage de dire on est limité avec notre trouble du langage, de com, de parole ou de société. Puis de prendre parole, c'est quand même un défi. Donc, pour ça, c'est bravo. Puis, tu avais dit quelque chose d'autre? Ben, je voulais vous remercier tout le monde d'être là. Avocate, merci infiniment d'avoir partagé avec nous. C'est vraiment toujours riche, pertinent. Parce que ça nous fait réfléchir. Moi, ça va m'habiter, c'est certain. On vous invite tout le monde à rester. On a un petit snack. On poser vos questions informellement si vous souhaitez, creuser des sujets qu'on a comme éclairés. Je voudrais que chaque chose que vous dites, j'aurais pu comme creuser. Avec vous ça. On est quatre. Fait que, tu sais, je vais conduire des grandes entrevues avec vous, chacune votre tour, individuellement. Donc, ça serait tout pour moi. Je vous remercie vraiment d'être venu. Puis, voilà.